Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale consacrée aux élections législatives à venir. Vous le savez, désormais, nous sommes appelés à élire nos 577 députés les 12 et 19 juin prochains. Ils seront 10 à représenter les pays de Savoie. Et ce mardi 7 juin, nous sommes à l'auberge du Père Bise qui nous accueille ici à Talloires et nous vous proposons d'écouter les candidats de la première circonscription de Haute-Savoie. Pour présenter cette émission, je suis accompagnée aujourd'hui de Jean-Baptiste Serron, journaliste pour le Dauphiné Libéré à Annecy. Bonjour Jean-Baptiste, est-ce que tu peux d'abord nous présenter les caractéristiques de cette première circonscription de Haute-Savoie ? Bien sûr. Bonjour Victoria, bonjour à toutes et à tous. Alors cette première circonscription est d'un point de vue géographique assez vaste puisqu'elle s'étend de Fillières et Talloires à l'est jusqu'à Rumilly à l'ouest. Elle comprend également la moitié d'Annecy et sa première couronne. Tout cela en fait d'ailleurs la circonscription la plus peuplée du département avec un peu plus de 150 000 habitants, si je ne me trompe pas. Sur ce territoire, au paysage varié, rural dans l'Albanais, montagnard à l'est du lac et périurbain autour d'Annecy, l'agriculture, l'outdoor et l'industrie sont des piliers économiques importants. Des entreprises comme Tefal, Dassault ou encore Salomon ont leur siège ici. Politiquement, nous sommes sur une circonscription qui, historiquement, vote à droite, voire à droite et au centre, puisque lors de la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier et au deuxième tour sur la plupart des communes qui la composent. On notera tout de même que c'est dans l'Albanais que Marine Le Pen a réalisé ses meilleurs scores dans notre département. On peut aussi rappeler que c'est une circonscription qui varie peu, puisqu'avant Véronique Rioton, élue en 2017 avec La République En Marche et qui se représente cette année, seules 3 personnes en ont été le député depuis le début de la Ve République, Charles Bosson, Jean Brocard et Bernard Accoyer. Enfin, pour l'anecdote et pour saluer notre hôte du jour, signalons que cette première circonscription est probablement celle qui, en Pays de Savoie, compte le plus d'étoiles au guide Michelin. Merci Jean-Baptiste et on passe tout de suite à la première partie de cette émission avec la présentation de chaque candidat. Je précise avant de vous donner la parole, mesdames et messieurs, que vous êtes 10 en lice pour cette élection sur la première circonscription de Haute-Savoie. Vous êtes seulement 8 autour de la table. Monsieur Franck Buller, candidat de la droite souverainiste, n'a pas pu être présent aujourd'hui et madame Anne-Sophie Bata du parti animaliste n'a pas répondu à notre demande. Nous avons effectué un tirage au sort avant ce direct pour déterminer votre ordre de prise de parole. Et pour cette introduction, c'est vous qui débutez. Daniel Salem Chiad pour Annecy Unie. La parole est à vous. Bonjour, mesdames, messieurs, et bonjour chères électrices et chers électeurs. Je m'appelle Daniel Salem Chiad, j'ai 54 ans, je suis marié avec une femme. En 2022, c'est utile de préciser. 2 enfants, 2 ados, ça aide à rester au contact de l'évolution de ce monde qui bouge très très vite. Donc je suis conducteur de transport en commun. Alors ce qui fait de moi dans la catégorie socio-professionnelle des ouvriers. C'est une catégorie socio-professionnelle qui est vraiment sous-représentée à l'Assemblée nationale. Ça c'est une anomalie à mon sens qui est inadmissible. Il faudrait qu'il y ait plus de gens issus de cette catégorie socio-professionnelle parce que la majorité sont des cadres et intellectuels supérieurs. Donc c'est le terme employé sur le fromage de l'Assemblée nationale. Donc voilà, donc je suis très honoré de proposer ma candidature puisque le groupe majoritaire en France, ça reste quand même, les chiffres à l'appui, ça reste quand même les abstentionnistes. Donc aux dernières élections législatives, c'était juste effarant de voir le taux d'abstention qui a dépassé les 50% jusqu'à 67% sur le pays de Rumilly. Donc voilà une raison supplémentaire pour laquelle je propose ma candidature. Merci beaucoup et je passe la parole tout de suite à Jacques Mattei pour Lutte ouvrière. Oui, bonjour à tous. Je me présente, Jacques Mattei, ouvrier dans la métallurgie depuis 20 ans en Haute-Savoie. Donc je représente le parti Lutte ouvrière qui était présent aux élections présidentielles avec la candidature de Nathalie Arthaud. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, comme les autres conflits dans le monde, nous montre que la crise du capitalisme n'épargne personne. Et elle risque à tout moment de nous précipiter dans un chaos qui touchera nos vies et bien entendu la planète. Je me présente donc pour dire aux travailleurs que nous ne devons pas nous mettre à la remorque de politiciens qui rêvent de gérer ce système en nous promettant monts et merveilles.
c'est nous qui faisons tourner la société. Nous devons donc au contraire compter sur nous-mêmes, car nous la dirigerons mieux que la bourgeoisie. Les politiciens, nous l'avons vu avec Macron ou avant avec Hollande, nous demanderont toujours des efforts et nous ferons payer cette crise. Ce que nous avons pu voir, c'est que ce n'est pas le bulletin de vote qui peut changer notre vie, ce sont ceux qui luttent. Nous l'avons vu avec les Gilets jaunes, ils ont fait entendre la voix des petits, et dernièrement dans notre région, les grévistes de Tefal et de Dassault ont exigé plusieurs centaines d'euros d'augmentation. C'est la voie à suivre, c'est pour ça que je me présente, pour faire entendre ces luttes et pour redonner confiance à notre classe sociale. Merci Jacques Mattei. La parole est à Guillaume Jambard pour Reconquête. Bonjour à tous, chers électeurs, chères électrices. Je m'appelle Guillaume Jambard, j'ai bientôt 55 ans. Je suis chef d'entreprise, ça fait 26 ans que j'exerce mon métier d'agent immobilier, principalement en Gironde et puis depuis un peu plus de 7 ans sur la Haute-Savoie. Donc, je ne suis pas un produit local, par contre je suis en concubinage avec une femme de Haute-Savoie qui est aide-soignante et qui vit le pire des calvaires tous les jours dans son travail, alors qu'au départ c'était pas ce qu'il était prévu. Donc aujourd'hui, je suis là pour présenter Reconquête. Reconquête, pour vous le rappeler, c'est le premier parti de France en termes d'adhérents aujourd'hui. 130 000 adhérents en l'espace de 5 mois. Premier parti de France aujourd'hui qui est tout neuf. Et aujourd'hui, j'espère qu'il cassera la baraque au niveau des élections législatives parce que on a besoin des conquérants que nous sommes. Et contre le grand emplacement et surtout contre le grand déclassement. Merci. La parole est tout de suite à Véronique Rioton pour Ensemble la majorité présidentielle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Madame Lopez, Monsieur Serron, Mesdames et Messieurs les candidats, bonjour. Je suis Véronique Rioton, votre députée de la première circonscription en Haute-Savoie. J'ai 52 ans et je suis maman de 2 jeunes adultes. Je suis sportive, montagnarde, en tout cas c'est mon style de vie. Je vis en tant que Haut-Savoyarde à Dingy-Saint-Clair, un village sous le Parmelan. J'ai été athlète de patinage artistique au club d'Annecy et très engagée dans les associations diverses du bassin annécien. J'ai rejoint il y a 5 ans un mouvement qui porte, sans les opposer, des valeurs à la fois sociales, environnementales et économiques. Et ces valeurs me ressemblent beaucoup. Pour notre territoire, je suis une députée utile et efficace parce que je travaille au sein de la majorité et je porte les spécificités de notre circonscription. Ma fierté, c'est l'économie circulaire. J'ai beaucoup travaillé sur les sujets environnementaux en étant à la Commission du développement durable et à l'aménagement du territoire. J'en ai été présidente et je suis à la tête du Conseil national de l'économie circulaire. Vous m'avez fait confiance il y a 5 ans et chaque jour de mon mandat, j'ai œuvré à en être digne. Merci beaucoup Véronique Rioton. Aurélia Patti-Gomila pour Les Républicains, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Aurélia Patti-Gomila, je suis née il y a un peu plus de 42 ans à Villaz. Donc Villaz, c'est une petite commune de 3500 habitants, presque au pied du Parmelan, dans le canton d'Anne-Sylvieux, avec un territoire très dynamique et des jeunes actifs. J'aime à dire que Villaz représente un petit peu ce qu'est aussi notre circonscription, avec des enjeux que je connais bien, des enjeux liés au logement, qui est une vraie réalité et qui doit être affronté de manière pleine et entière sur notre territoire, la mobilité, le cas des frontaliers, puisque j'ai pendant plusieurs années été frontalière et je travaille dans la formation professionnelle. Je suis responsable grand compte dans ce domaine-là. L'environnement et aussi la préservation et la mise en valeur de l'agriculture. Moi-même, petite fille et fille d'agriculteur, je suis constamment en lien avec nos jeunes agriculteurs sur le territoire et je sais extrêmement bien la manière dont les choses se passent pour eux et il faut vraiment les soutenir à ce sujet-là. Tout comme certains autres candidats, effectivement, et que je salue. Je suis maman de 2 filles de 7 et 12 ans, donc une petite qui est à l'école primaire et une autre au collège. L'éducation, la jeunesse, en tant qu'aussi première adjointe à la mairie de Villaz, donc depuis 2014, je suis sur le terrain, en charge de la petite enfance et de la jeunesse. Je comprends pleinement les enjeux et je travaille activement à ce titre-là. La commune, c'est aussi du dynamisme économique comme notre territoire. Il faut soutenir les entreprises et faire en sorte que chacun puisse vivre et se loger dignement sur notre territoire.
J'ai été choisie par la majorité régionale de Laurent Wauquiez et départementale de Martial Sadier pour représenter demain notre territoire à l'Assemblée nationale. C'est une génération d'élus qui seront les nouveaux porte-parole de la droite et du centre, car je représente la droite et le centre. Je sollicite donc votre confiance les 12 et 19 juin prochains avec mon suppléant Anthony Granger pour vous représenter avec l'énergie que j'ai et que je maintiendrai et faire monter votre voix vers notre capitale qui se trouve bien souvent assez loin de nos territoires. Merci William Girard Desprolet pour le mouvement Sabodia, nous vous écoutons. Oui, bonjour, merci de l'invitation d'abord. Donc, je suis William Girard Desprolet, j'ai 33 ans, je suis originaire d'Annemasse et j'habite à Vaud dans la circonscription, donc dans l'Albanais. Je suis enseignant, un métier qui a assez souffert sur les derniers mandats présidentiels, j'en évoquerai pas plus, je pense que tout le monde connaît la situation. J'ai été candidat aux dernières élections départementales sur le canton de Rumilly-Albi. Déjà pour les régionalistes, et je souhaite prolonger mon engagement. Alors, à mes côtés, il y aura Denise Bernard, agent social de 61 ans, qui habite le bassin annécien. Alors, je m'engage parce que je ne supporte plus le centralisme parisien, ni cette monarchie républicaine et jupitérienne, qui petit à petit confisque la démocratie et réduit nos libertés. Je me désespère aussi de la situation en Pays de Savoie pour répondre aux enjeux démographiques et économiques. On urbanise de manière démentielle et destructrice, souvent pour des intérêts financiers, au détriment des habitants, de nos paysages et de notre environnement, bien fragilisés aujourd'hui. Je souhaite donc apporter avec mes camarades du mouvement Sabodia une autre offre politique, celle des régionalistes et des autonomistes, à l'image de ce qui se passe actuellement en Corse, où il y a une collectivité territoriale unique. Le régionalisme, c'est quoi ? C'est mener des politiques pour vivre dignement dans nos territoires, renforcer les services publics de proximité, mener la transition écologique de notre territoire, défendre des valeurs humanistes et de solidarité. C'est pas du tout se renfermer sur soi, bien au contraire, c'est très ouvert le régionalisme. C'est promouvoir une autre démocratie, plus participative et plus directe, en ramenant les centres de décision au plus près des citoyens et des territoires. C'est instaurer un autre modèle démocratique, celui du fédéralisme. Et si je suis élu député, je souhaite m'inscrire dans le travail mené par le groupe parlementaire Liberté et Territoire, qui a été fondé par 4 députés régionalistes et qui ont été le seul groupe parlementaire à faire passer une loi qui n'a pas été décidée par le gouvernement, le président de la République. Donc je les en félicite et je souhaite les rejoindre rapidement à l'Assemblée nationale. Merci. Nous allons écouter à présent Didier Jouffret pour le Rassemblement national. Bonjour à tous, je m'appelle Didier Jouffret, je suis né à Annecy, j'ai 56 ans et je travaille dans une banque régionale. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'être candidat à des élections locales parce que au niveau municipal, je suis très intéressé par ce qui se passe sur la commune d'Annecy et sur l'agglomération. Mon suppléant est Jean-Luc Foll, il a 59 ans, il est marié, il a 3 enfants et 3 petits-enfants. Il a été commerçant à Pringy et aujourd'hui il travaille dans le domaine de la manutention et il a été conseiller municipal de Pringy puis d'Annecy après la fusion jusqu'en 2020. Alors, je précise que nous habitons tous les deux dans la circonscription et que nous vivons aussi tous les deux dans la circonscription. Ça, c'est un point aussi qui est important. Alors, effectivement, personnellement, j'avais abandonné le fait de faire de la politique au niveau national et je m'étais, pas spécialisé, mais je m'étais concentré sur les problèmes locaux, notamment sur les problèmes d'urbanisme à Annecy. Mais face à la situation en France qui ne cesse de se dégrader, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de l'immigration, j'ai décidé de rejoindre le Rassemblement national et de militer pour l'avenir. Alors, à l'Assemblée nationale, parce que finalement cette élection, c'est d'abord une élection nationale, j'aurai à cœur de porter les idées de nos électeurs, de défendre le pouvoir d'achat, la sécurité, de refuser tout projet de retraite à 65 ans et de mettre en place une véritable démocratie, c'est-à-dire avec de la proportionnelle. Et justement, c'est la proportionnelle qui permettra une représentation beaucoup plus réaliste des élus par rapport à la structure socio-professionnelle de la population et mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. Merci. Nous écoutons pour terminer Anne-Valérie Duval pour la NUP, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Bonjour à tous et à tous. Je suis salariée du privé et depuis 22 ans, je suis commerciale dans un négoce de bois, technico-commercial dans un négoce de bois spécialisé. J'ai un double cursus, j'ai un bac +5 en géographie et une formation forestière.
Quotidiennement, dans ma vie professionnelle et personnelle, je suis au contact de retraités, de salariés, de fonctionnaires et d'artisans. Et je constate que nos conditions de vie, depuis plusieurs années, se dégradent. Ça veut dire que quand il y a un problème d'incident dans la vie, on peut très vite basculer dans la pauvreté et également dans l'abandon social lié à la dégradation des services publics. Il me semble que pour résoudre cette situation, le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale propose un programme de rupture sociale, écologique et environnementale, basé sur la solidarité, la préservation des biens communs et le rétablissement des services publics. Dans ce mandat, je pense qu'il faut réagir et changer la direction rapidement. Et je m'engage fermement et honnêtement à mettre en œuvre le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Merci à tous. Après cette présentation, nous allons vous entendre sur 3 thématiques qui concernent directement la première circonscription de Haute-Savoie. Jean-Baptiste, quel est le premier thème aujourd'hui ? Alors le premier thème, vous en avez tous parlé un petit peu, c'est celui du pouvoir d'achat, puisque ça fait plusieurs mois que cette question est centrale dans le quotidien des Français. Ici, sur la première circonscription, contrairement aux apparences, elle l'est aussi, puisque le coût de la vie y est particulièrement élevé et que les niveaux de rémunération sont très hétérogènes. Elle est même d'autant plus que nous sommes sur un territoire où les prix des logements deviennent si hauts qu'ils impactent de plus en plus les budgets des ménages. La question est donc la suivante. Que feriez-vous en tant que député pour augmenter le pouvoir d'achat de vos concitoyens afin qu'ils puissent, entre autres, se loger convenablement ? Jacques Mattei, la parole est à vous. Eh bien, merci. Contre la flambée des prix et l'effondrement de notre pouvoir d'achat, il faut compter sur nous, sur notre lutte. Ce n'est pas un poste de député qui changera notre sort. Le gouvernement, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous propose des aumônes avec des chèques alimentaires, des chèques énergie, voire des primes exceptionnelles. Il se comporte comme les grands patrons en essayant de jouer la montre et nous apprendre à vivre en nous serrant la ceinture. Eh bien ça, c'est inacceptable. Tout de suite, nous devons exiger 2 000 € net pour les salaires, les pensions ou les allocations, pour effectivement que les personnes invalides ne tombent pas dans une pauvreté insupportable. Le gouvernement fait mine de s'inquiéter de cet appauvrissement, mais il ne fait rien, par exemple, pour revaloriser les salaires des fonctionnaires ou pour augmenter sérieusement le SMIC. Alors, nous avons, nous, je pense, un objectif commun, que nous travaillions dans le public ou dans le privé. Il faut demander l'augmentation des salaires et leur indexation automatique sur les prix. Les milliards de bénéfices qu'affichent les grands groupes prouvent qu'il y a de l'argent à foison. Mais il ne va pas dans la poche des travailleurs. Donc, pour répondre à ceux qui nous disent qu'il n'y a pas d'argent, eh bien nous devons aussi exiger l'abolition du secret des affaires et exiger un contrôle direct sur tous les comptes et les décisions des entreprises. Ces objectifs de lutte sont ceux que doit se donner un parti révolutionnaire qu'il faut construire au plus vite. Merci. Si j'oublie le micro, la parole est à Guillaume Janvard. Alors, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, comme tout bon père de famille, il faudrait que, et puis c'est pas une décision qui appartient aux députés, il faudrait que l'État arrête de dépenser l'argent qu'il n'a pas. Ça fait, enfin j'ai 55 ans, ça fait plus de 40 ans qu'il y a une alternance et que les gens dépensent sans compter avec l'argent du contribuable. Donc aujourd'hui, il faudrait que ça s'arrête rapidement. On paye des hauts fonctionnaires à réfléchir sur ces sujets-là. Il faudrait peut-être qu'ils sortent un petit peu du chemin qui leur est tracé pour voir d'autres voies. Donc arrêter de subventionner également l'immigration de peuplement et rediriger les aides pour les Français principalement. Ça leur permettrait d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat, c'est certain. Baisser les charges sur les salaires pour que les patrons puissent augmenter les salaires, et pas qu'embaucher, mais surtout augmenter les salaires. Baisser la TVA, baisser les taxes sur le carburant, ce qui permettra de redonner de la confiance aux consommateurs et permettra de relancer l'économie. Quand vous avez de l'argent devant vous, pour ceux qui sont économes, ils le mettront de côté, mais pour la plupart, ils le dépenseront. Donc en avant. Véronique Rioton. Pardon, on a juste une question. Effectivement, à chaque fois, on décale l'ordre, donc ce sera à vous de terminer, Monsieur Chiad. Véronique Rioton, on vous écoute.
Merci. Vous avez raison de poser la problématique du pouvoir d'achat parce que c'est une des premières problématiques de nos concitoyens aujourd'hui. La crise internationale a pour conséquence une crise à la fois alimentaire, une crise énergétique. Et ici en Haute-Savoie, c'est redoublé par nos difficultés de logement. C'est important de redire que les difficultés de logement, elles sont liées à l'attractivité de notre département et en même temps au plein emploi. Donc si on a des personnes qui sont au plein emploi, aujourd'hui, nous devons faire en sorte de mieux rémunérer, en tout cas de vivre mieux de notre travail. Donc pour répondre à cela, le premier chantier législatif sera un projet de loi porté par le gouvernement pour restaurer le pouvoir d'achat des Français. Et dans ces mesures, des mesures de court terme, je pense bien évidemment aux entreprises pour qu'elles puissent mieux rémunérer leurs salariés à travers la prime Macron qui sera triplée et disponible dès le mois de juillet. Des mesures également pour améliorer le revenu à la fois des fonctionnaires par le dégel d'indices et des retraités avec l'indexation sur l'inflation des retraites des retraités. Et il me paraît important de signifier que ce sont des mesures d'urgence. En parallèle, il y a des mesures qui sont plus structurelles pour permettre de généraliser des dispositifs de répartition à la fois sur au niveau de la richesse des entreprises et de le faire avec les entreprises parce que les entreprises de notre bassin sont des entreprises PME, TPE qui ont des problématiques de rapport au travail de jeunes et il faut les aider. Les situations toutes faites ne sont pas évidentes. Évidemment qu'il faut continuer à baisser les charges, mais nous allons continuer à concerter avec les entreprises. Alors, que ferez-vous, madame, qui représentez les Républicains lors de ce projet de loi? Est-ce que vous ferez comme vos collègues, c'est-à-dire voter systématiquement contre des projets qui sont structurants pour nos citoyens et ce qui a été le cas en tout cas de vos collègues sur les 5 années qui viennent de s'écouler. Et vous, madame, est-ce que vous serez plus constructif que vos collègues de la France Insoumise qui s'est opposé systématiquement sur des avancées pour nos concitoyens, à l'inverse de ce qu'ont pu faire à la fois les socialistes ou les communistes qui ont fait des propositions qui nous ont permis d'intégrer ça dans le projet de loi. Alors oui, être une députée utile et efficace, c'est œuvrer au sein de la majorité présidentielle et pour le logement pour la Haute-Savoie, très directement, le projet de loi, ce qui est prévu, c'est d'intégrer les dynamiques de logement, parce que ça n'existe pas aujourd'hui dans le projet de loi. Or, en Haute-Savoie, on a besoin de continuer à produire des logements et de mieux mailler finalement la rénovation énergétique des bâtiments qui permet la continuité du parc locatif à la fois privé et aidé tout en tenant compte de la pénurie des logements et quand on fait de la rénovation énergétique on diminue la facture de la dimension énergétique. On va vous demander de conclure. Voilà, merci. Aurélia Patigomila, c'est à vous. Oui, merci beaucoup pour cette interpellation, Madame Rioton, sur ce qu'il s'est passé auparavant de la part de certains députés. Moi, je veux parler de moi, je veux parler du projet et je veux parler du territoire et de ce que l'on veut faire pour ce territoire et le rôle de député au niveau national. Donc, ça nécessite bien évidemment une prise en compte de la situation actuelle. Concernant le pouvoir d'achat, effectivement, on se retrouve dans un territoire où le pouvoir d'achat auparavant, même avant la crise alimentaire et la crise de l'énergie, on avait une disparité du fait aussi de la proximité avec les frontaliers. Effectivement, ce sont des choses qui n'arrivent pas maintenant. Moi, je ne suis pas pour des chèques alimentaires et des chèques énergie à court terme à tout va. Il y a vraiment une prise de conscience et un travail sérieux d'analyse aussi de la rémunération des salariés. Le salaire net, le salaire brut. On a l'habitude de voir qu'il y a une disparité énormissime. Il y a une baisse des charges pour qu'on puisse effectivement vivre mieux de son travail. Parallèlement à ça, comme vous le disiez, et là je m'inscris dans ce sens-là, et je ne suis pas dans l'opposition de principe, mais dans l'opposition constructive. Je suis élu local, je sais ce que c'est de débattre et de trouver des solutions ensemble. Concernant la participation et l'intéressement, c'est très important aussi de pouvoir favoriser ça pour que les chefs d'entreprise puissent aussi faire profiter les salariés et co-construire l'avenir de la société. Défiscaliser les heures supplémentaires, c'est quelque chose intégralement, c'est quelque chose qui est très important aussi. Et puis pour les retraites,
retraites, là bien évidemment, il y a une vraie réforme à faire, un vrai travail sur les retraites pour que nos aînés qui ont travaillé toute leur vie puissent aussi vivre de leur travail. Concernant le logement, moi je sais que sur le terrain, je vois bien qu'on a un problème de logement. Les choses se creusent, la densité est telle qu'il va falloir aussi faire attention et avoir une vision globale, et c'est ce qui s'est fait avec les collectivités. Je leur fais confiance. En ce qui concerne l'accession à la propriété, on parle souvent de logement aidé, l'accession à la propriété est très importante aussi. Ces jeunes qui veulent rester sur le territoire, qui viennent de nos familles, qui veulent rester dans les villages alentours, doivent pouvoir aussi accéder à des prêts à taux zéro généralisés. Il faut les continuer. Concernant de nouvelles façons d'accession à la propriété, le bail réel solidaire, je pense que le travail d'un député aussi, c'est de travailler au niveau législatif pour faciliter le développement de logements à moindre coût et aussi pour toutes les catégories de population. Donc c'est ce sur quoi je j'œuvrerai aussi en concertation, en discussion, puisque tout débat est constructif. Merci. William Girard Desprolet pour le mouvement Sabodia. Alors oui, désolé Madame Rioton, je vais m'insérer dans le débat à 3 que vous avez nommé. Moi j'ai une proposition aussi qui existe. Alors le pouvoir d'achat, moi je vais me concentrer essentiellement sur la question du logement, parce que localement l'attractivité économique du territoire, les salaires suisses, l'industrie florissante, le tourisme de masse, engendre une croissance démographique énorme. On a quand même 10 000 à 15 000 habitants chaque année en Haute-Savoie et le bassin naissien, la circonscription en absorbe une énorme part. On répond par de la bétonisation et de l'urbanisation de manière considérable qui engendre leur lot de difficultés en termes de déplacement, de pollution. Alors, la pollution visuelle, il y a des immeubles, ça devrait être interdit de les autoriser à la construction, des façades bicolores, tricolores, façades cagettes. Non mais c'est pas acceptable. Et par-dessus le marché, ça attise la spéculation immobilière, la convoitise foncière avec des grands groupes qui souvent ne sont pas du territoire. Donc l'argent n'est pas toujours sur notre secteur. Là-dessus s'ajoute de la construction de résidences de luxe dans certains quartiers du bassin naissien, où on exclut les populations les plus fragiles. On a des taux de résidences secondaires dans certaines communes, notamment en station de ski, pas très loin de chez nous, qui sont énormes. On a sur le bassin naissien, notamment sur le centre d'Annecy, des hébergements pour la location touristique aux dépens des habitants qui travaillent et vivent sur le secteur. On a des loyers du foncier hors de prix, il devient difficile de se loger pour les plus jeunes, les retraités, les non-frontaliers. Moi, j'en sais quelque chose dans ma famille. Voilà, j'ai mon frère qui a dû quitter la région parce qu'on lui refuse une location avec des salaires et des CDI, c'est hallucinant. Donc c'est pas tolérable. Nous, ce qu'on propose les régionalistes, c'est le modèle un petit peu autrichien, un statut de résident permanent pour l'accès à la propriété privée afin de limiter les résidences secondaires, des quotas de résidences secondaires beaucoup plus stricts, retombés à 40%, voire en dessous, également des quotas de location touristique bien stricts, supprimer les droits de succession pour la transmission du patrimoine familial parce que les familles savoyardes sont absolument spoliées, c'est scandaleux. Il faut avoir des réflexions d'ailleurs sur l'accès à la location. Est-ce qu'on n'a pas des quotas pour les non-frontaliers? Parce qu'il faut en arriver à ce niveau-là quand même. Prévoir des primes de cherté de la vie pour les fonctionnaires, notamment les soignants, qui aujourd'hui manifestent quand même leur mécontentement. Je pense aussi aux enseignants. J'ai des collègues qui sont dans une réelle difficulté financière. À part leur casser du sucre sur le dos de la part du gouvernement, on n'a pas vu grand-chose. Dégeler le point d'indice, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on en parle. Ça arrive au moment des élections. Oui, je termine rapidement. Et puis enfin, prévoir également une réglementation sur l'architecture et le respect du patrimoine paysager afin d'avoir un cadre de vie agréable. C'est ce que font nos amis basques, notamment dans leur secteur. Merci beaucoup Didier Jouffret. Alors oui, effectivement, le pouvoir d'achat est devenu une question centrale dans notre pays. Au Rassemblement national, nous considérons que la richesse de notre pays, c'est sa population, et il est hors de question de laisser pour nous des compatriotes au bord du chemin, comme ça peut être le cas. Nous proposons donc une politique pour défendre le pouvoir d'achat, c'est-à-dire baisser la TVA sur les énergies de 20% à 5,5%, une suppression de TVA sur un panel de 100 produits alimentaires ou hygiéniques qui sont essentiels. Et ensuite, nous voulons aussi augmenter les salaires de 10% avec une exonération des cotisations patronales, et ce pour des salaires qui vont jusqu'à 3 fois le SMIC. Nous n'oublions pas non plus nos anciens qui ont contribué à la richesse de notre pays et qui sont souvent qui passent en dernier actuellement dans la politique générale du gouvernement. Revaloriser le minimum vieillesse, réindexer les retraites sur l'inflation pour un pouvoir d'achat respectueux d'une vie de travail au service de la collectivité. Et aussi, nous avons aussi une vision aussi pour les jeunes, c'est-à-dire que nous voulons exonérer d'impôts sur le revenu tous les jeunes actifs jusqu'à 30 ans, afin qu'ils restent dans nos pays et qu'ils puissent fonder leur famille chez nous. Nous souhaitons aussi
octroyer un prêt à 0% pour les jeunes couples, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de l'accès à la propriété, et le capital restant dû de ce prêt sera annulé en cas de naissance du 3e enfant. Merci. Alors, juste, effectivement, nous, au municipal, on avait proposé aussi l'utilisation du bail réel solidaire, qui peut être une solution pour permettre une accession avec des moyens financiers moins importants. Et pour l'attribution des logements sociaux, nous proposons la préférence nationale. Anne-Valérie Duval, vous qui avez été apostrophée notamment par Véronique Rioton, on écoute votre réponse. Oui, alors écoutez, effectivement, le pouvoir d'achat, c'est un problème récurrent, pas simplement depuis cette année, parce que je voudrais simplement rappeler que le prix du gaz a augmenté de janvier à octobre 2021 de 57%, et c'était pas la guerre en Ukraine. Donc on sait très bien qu'il y a de la spéculation qui est en train de se produire sur les produits de première nécessité. Nous, notre position, c'est de mettre le SMIC à 1 500 € net. Et je vais interroger tous les candidats ici présents qui parlent de baisse des cotisations patronales. Je vais vous poser cette question. Quand vous avez un salarié qui est payé au SMIC, ça veut dire à 1 645 € brut et qui touche 1 300 € net, qui est capable de me dire quel est le montant de la cotisation patronale sur ce salaire? Eh bien moi je vais vous le dire. La cotisation patronale sur ce salaire est de 100 €. Alors moi je vais vous poser la question. Est-ce qu'on continue de baisser les cotisations? Si, madame, c'est vrai, tout à fait. Donc ça veut dire simplement que vous proposez des solutions qui, en plus, vont impacter à la fois la sécurité sociale et la retraite, si on continue de faire des exonérations de cotisations. Et par conséquent, ça a des conséquences sur l'hôpital public, sur les services publics, sur la justice, sur l'école. Parce que ce que les gens ne payent pas au travers de l'impôt, ils vont le payer avec leur salaire. Et moi, je vais vous dire, actuellement, quand vous allez à l'hôpital, parce que le gouvernement de M. Macron a supprimé 12 milliards d'euros sur l'hôpital, quand vous allez aller à l'hôpital, maintenant, il ne va pas falloir sortir votre carte vitale, mais votre carte bancaire. Et dans ces cas-là, on va avoir une santé qui est déjà à 2 vitesses. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'on veut une société de solidarité avec un rétablissement des services publics, ou est-ce qu'on veut une société individualiste comme celle de M. Macron. Par ailleurs, je rappelle quand même qu'actuellement en France, vous avez 5 personnes qui ont autant de patrimoine que 25 millions de Français. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Par ailleurs, vous avez 37% des retraités qui sont sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire en dessous de 1 100 € par mois. Vous avez 39% des chômeurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Le chèque énergie que M. Macron a distribué de 100 €, c'est une aumône. Les gens travaillent. Les gens veulent un salaire décent pour vivre, pour nourrir leurs enfants. Alors moi, le chèque de 100 € de prime énergie, qui concernait les salaires de moins de 2 000 € par mois, il y a 38 millions de Français qui l'ont touché. Vous entendez bien, 38 millions de Français qui l'ont touché. Et par ailleurs, nous savons très très bien que M. Macron, pendant 5 ans, a distribué 163 milliards d'euros pour le CAC 40. L'argent, il est là. La question est de savoir comment on l'a réparti, à qui on le donne. Et nous, dans le programme de la nouvelle Union populaire sociale et écologique, on dit que cet argent, elle est pour les Français. Merci. Nous terminons ce premier tour de table avec vous, Daniel Salem-Chiad. Oui, je vous remercie. Donc, sur la question du pouvoir d'achat, je suis quand même un petit peu mal à l'aise d'aborder ce sujet dans un endroit pareil, même si c'est très confortable. On est quand même dans un 5 étoiles et à débattre entre nous. Donc, la population qui nous regarde doit quand même, j'entends déjà certaines critiques à ce sujet-là. Ça peut paraître un petit peu déconnecté, un peu hors sol du problème. Bon, alors, la question du pouvoir d'achat, je ne vais pas en rajouter. J'ai entendu des choses très intéressantes. Et moi qui ne suis pas aguerri, qui ne suis pas vraiment, je suis candidat, mais c'est vrai que je n'ai pas le savoir-faire, je n'ai pas l'expérience de certaines et certains ici, mais j'ai le savoir-être. Lorsque je parle de la représentativité au niveau de la catégorie socio-professionnelle, je veux aussi rajouter la représentativité au niveau de l'identité, parce que la France maintenant s'est rajouté une crise identitaire. Donc mon slogan de campagne, c'est le trait d'union. Je me considère comme un trait d'union dans cette société, sur le plan social, sur le plan économique. Je sais ce que c'est
que de faire un crédit sur 10 mois pour aller changer un frigo. Donc j'ai su ce que c'était. Donc trait d'union également sur cette fameuse fracture identitaire. Je suis français, issu de l'immigration. Une maman portugaise et un papa algérien. Donc maintenant la France, elle est multicouleur. Alors lorsqu'elle gagne la Coupe du Monde, c'est la France black, blanc, beurre. Mais quand ça revient sur les élections, du coup c'est plus que la France white simplement. Non, là, la France elle est comme elle est. Et je propose simplement d'apporter un discours différent en m'adressant donc à tous les abstentionnistes principalement. Être député, c'est pas un métier, comme c'est mentionné sur le site de l'Assemblée nationale. Aucun diplôme n'est exigé, ni aucun savoir-faire. Ça va se demander si on parle pas de moi ici. Donc je me sens la compétence parfaitement pour remplir cette fonction. Lorsque viendra des lois en faveur du pouvoir d'achat, vous pouvez compter sur moi évidemment pour aller dans ce sens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Place à la deuxième thématique qui concerne un autre pan important de la vie des Hauts-Savoyards de cette circonscription. Il s'agit de l'agriculture, puisque dans cette première circonscription, en effet, il n'y a pas qu'Annecy ou le lac, elle recouvre aussi le pays de Filière et l'Albanais. Si vous obtenez un siège à l'Assemblée nationale, comment donc défendrez-vous l'agriculture et ses spécificités savoyardes? Avant de vous donner la parole, je précise qu'il va falloir être concis, rapide, parce qu'on a pris déjà pas mal de retard. Et pour ce tour de table, la parole est d'abord à Guillaume Jambard. Alors merci. Donc je vais être très concis, parce que ce n'est pas mon métier d'être politique. Moi, je suis pour une agriculture souveraine. Donc pour remonter à 62, revoir la politique agricole commune pour favoriser la France, ancien grenier de l'Europe, pour pouvoir d'abord s'autosuffire et ne plus subir. On a assez vécu de partager au niveau de l'Europe. Beaucoup de pays en profitent et c'est la France qui en pâtit. Et là, on est en train de le vivre avec le conflit qui est à l'Est. L'Ukraine qui doit subvenir aux besoins du blé pour la France, c'est honteux. Moi, j'ai deux autres petits points dont il faut que je parle. C'est simplifier également les politiques de normalisation pour que les petits agriculteurs puissent vivre du fruit de leurs exploitations et surtout pouvoir conserver leur exploitation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les gros qui arrivent à suivre les normes imposées par l'Europe et ces gros finissent par avoir des monopoles au détriment des tout petits qui sont obligés de vendre leurs propriétés. Le troisième point, c'est favoriser les agriculteurs en les subventionnant plus qu'il n'en faut pour qu'ils développent une agriculture saine et non toxique pour l'homme. Voilà, merci. Véronique Rioton, nous vous écoutons sur ce thème de l'agriculture. Merci. Peut-être déjà vous dire, monsieur, qu'effectivement, député, ce n'est pas un métier. En tout cas, c'est une mission que j'ai plaisir à adopter. La première des missions face aux agriculteurs, c'est de bien connaître nos agriculteurs et c'est avec une grande fierté que je les représente à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que notre agriculture des Savoies, elle est très particulière. Quand on parle des textes au niveau national, on a vraiment une culture agricole qui est liée finalement aux anciens, 2e, 3e génération de nos agriculteurs actuels qui ont fait le choix de la qualité. Donc on a une agriculture qui est caractérisée par ses labels et ses appellations, à la fois AOP, IGP, on en a 9 dans les Savoies. Donc ça donne une agriculture de qualité. Et puis ils ont fait le choix aussi d'être propriétaires de leur outil de production dans les coopératives. Donc j'ai envie de dire que la première attitude, c'est une attitude de défense de notre agriculture et de la spécificité de notre agriculture, ce qu'on a fait notamment dans les négociations de la PAC en garantissant les ICHN pour l'indemnité compensatrice pour garantir notre élevage de montagne. 2 exemples sur la façon de fonctionner. Une dynamique liée autour du loup, quand on parle de préserver l'agriculture et l'élevage de montagne, un des éléments importants, ça a été cette année d'interpeller à la fois le gouvernement et nous avons été écoutés. J'ai envie de dire que c'est vraiment l'ensemble des acteurs de la filière agricole, la Chambre des Savoies et notre Premier ministre ainsi que notre ministre de l'Agriculture ont été véritablement à l'écoute et ont proposé une autre façon de compter. Et ça, c'est aussi parce que d'un point de vue politique, ma voix, en tant que
en tant que présidente de la commission du développement durable et dans la majorité présidentielle, ça a pu être entendu. Une autre déploiement aussi des conséquences, je voudrais parler de la brucellose. Et quand on parle de la brucellose, on a eu des conséquences économiques pour nos agriculteurs et éleveurs de façon importante, avec un retrait trop massif des reblochons, ce qui donne des conséquences économiques très fortes. En étant dans la majorité, j'ai pu obtenir l'identification d'études permettant de vérifier si la Brucella bactérie passe dans la transformation du reblochon ou non, et nous permettra dans un deuxième temps, du point de vue réglementaire, de diminuer peut-être ce principe de précaution. Et je ne pourrais pas terminer mon propos sans dire qu'en tant que député fier de l'agriculture et de nos fromages de Savoie, en faire la promotion, c'est aussi rappeler que nos fromages de Savoie, on ne les consomme pas qu'en hiver, mais c'est très important pour nos éleveurs, transformateurs et vendeurs de consommer du fromage tout au long de l'année, et donc même en mois de juin, nous pouvons consommer nos fromages de Savoie. Aurélia Patti-Gomila pour Les Républicains. Concernant l'agriculture, effectivement, nous sommes sur un territoire très intéressant, comme l'a rappelé Véronique, AOP Reblochon, IGP Emmental, sur cette circonscription. Il est vrai que nos agriculteurs se retrouvent dans un contexte actuel où, malgré l'augmentation le lait est vendu à meilleur prix dans ces territoires labellisés AOP IGP. En revanche, on a une augmentation des prix de l'énergie. L'alimentaire, parallèlement à ça, impacte fortement notre agriculture, tout simplement parce que l'augmentation des prix de l'alimentaire pour les consommateurs les fait se retourner vers des hard discounters ou de la nourriture à moindre coût. Et effectivement, nos agriculteurs, quand je vais sur les marchés, que j'échange avec eux, ils se retrouvent très embêtés à faire du local et à avoir un merci, c'est extra ce que vous faites. En revanche, le prix est quand même difficile pour nous, tout simplement parce qu'on a un pouvoir d'achat qui baisse. Donc tout est lié, c'est un écosystème. Nos agriculteurs doivent continuer à travailler, à pouvoir gagner leur vie et à pouvoir transmettre. Moi, je défends absolument aussi la transmission. Le fait de travailler aussi sur les retraites des retraités vont permettre aussi aux jeunes d'arriver et de pouvoir reprendre des exploitations. Comment ? En ayant aussi une approche de leur proposer des aides et une façon de leur donner l'impulsion pour ne pas avoir peur dans l'installation. Ces agriculteurs se retrouvent aussi dans notre territoire sur des zones périurbaines. Préserver les surfaces agricoles, c'est très très important. Il faut qu'on soit conscient, en tant que député, que l'agriculture, on veut la souveraineté alimentaire, on veut remettre de l'alimentation des agriculteurs en France, mais il faut les faire tenir. Et aussi la surtransposition des normes avec l'Europe. Moi, je pense que faire plus blanc que blanc, il faut vraiment regarder aussi ce qu'il est faisable de faire. On avait la carotte de 40 ans qui devait se faire désherber. On a mis des contraintes sur cela. La carotte s'est arrêtée. On fait venir de la carotte avec des normes qui sont différentes. Et au final, on perd aussi beaucoup de nos agriculteurs qui se trouvent pressés sous l'administratif. Il y a aussi une autre importance, et ça rejoint ce que je disais aussi, c'est la réciprocité. On ne peut pas faire venir et importer des produits alimentaires qui ne suivent pas les mêmes normes que nous en France et qui changent les prix. Le bio qui vient de l'étranger versus le bio qui est consommé et qui est produit ici en France, il faut vraiment retravailler à un niveau global. Nos agriculteurs, moi je le sais, ils sont motivés, ils ont envie, ils ont aussi autour d'eux des périurbains, des personnes qui arrivent sur notre territoire et qui ne comprennent pas toujours l'agriculture. En tant que député, être sur le terrain, c'est aussi faire comprendre et créer du lien entre ces nouveaux habitants et nos agriculteurs qui ont besoin absolument de leur surface et qui vivent d'une certaine façon qu'il faudra apprendre à comprendre encore et toujours. Merci Aurélia Patti-Gomila. On va écouter William Girard Desprolet. Il va falloir être très concis, s'il vous plaît. Je vais essayer. Alors pour moi, la priorité et l'urgence, ça va être de lutter contre la disparition des terres agricoles, de lutter contre l'artificialisation des sols et les convoitises financières sur notre secteur. Il y a quand même 550 hectares de terres agricoles qui ont été perdus en 10 ans sur le Grand Annecy. C'est considérable. Il va falloir aussi préserver l'apport d'eau pour l'irrigation, parce qu'il y a quand même des menaces sur l'eau et on voit en période de sécheresse, ça va quand même être très compliqué. Alors moi, en tant que député, je voudrais mener une politique d'autonomie alimentaire des territoires. Par exemple, en Pays de Savoie, on produit seulement 1% de nos besoins alimentaires. Alors là, la souveraineté alimentaire, on en est quand même très très loin. Ça reste de belles paroles. Alors comment il faut faire ? Il va falloir diversifier les cultures en Pays de Savoie. C'est en train de monter progressivement, mais il faut encore pousser les céréales. L'Albanais, moi je le connais, c'était le grenier à blé des Pays de Savoie, ça a disparu. Il faut soutenir le maraîchage, il ne faut pas soutenir que le reblochon. Il ne faut pas le nier, le reblochon, mais c'est pas le seul apport. Il va falloir continuer à soutenir l'agropastoralisme de montagne,
notamment par exemple sur le secteur du Semnoz ou aux alentours. Va falloir effectivement poser la problématique du loup, ça je vous rejoins Madame Rioton. Va falloir réfléchir collectivement et avec les associations environnementales et avec les agriculteurs. Je rejoins Madame Paty, il va falloir soutenir les jeunes agriculteurs qui pour l'instant ne peuvent très difficilement s'installer sur le territoire. Il y a trop de normes, trop de règles, et par le coût du foncier ou des installations, des exploitations à la revente, c'est quand même incroyable. Faut pas oublier qu'il y a 30 à 40% des agriculteurs qui vont être à la retraite en France d'ici 2030, 70% en Pays de Savoie. L'alerte a été lancée par la Chambre d'agriculture, donc là il faut faire quelque chose. Supprimer toutes les règles absurdes. Vous avez évoqué notamment le cas de la brucellose. Je rappelle qu'il y a même un agriculteur à Saint-Laurent dont tout le troupeau a été tué parce qu'il y avait un cas unique de brucellose, et ce qu'il ne faut pas reposer la question de ces abattages massifs, c'est quand même une perte considérable pour les agriculteurs. Il va falloir aussi investir dans la formation agricole pour les jeunes. Les offres agricoles sont très peu valorisées, et il va falloir aussi aller vers une agriculture de qualité, soutenir le bio ou le raisonné, et également interdire les produits phytosanitaires, les pesticides. En tout cas, moi en tant que député, je voterai contre, et on voit que le gouvernement ne l'a pas fait. Merci. La parole est à Didier Jouffret. Alors effectivement, les agriculteurs sont les garants de notre souveraineté alimentaire. Et dans notre région, l'agriculture, c'est aussi un des moteurs pour le tourisme. C'est indéfectible que si nous n'avions pas nos agriculteurs, au niveau touristique, nous n'aurions pas un aussi grand impact au niveau national ou au niveau international. Alors effectivement, l'agriculture est soumise à une grosse contrainte, c'est-à-dire qu'on est parti sur un dogme de libre-échange où il faut mettre tout en concurrence, que ce soit l'alimentaire ou l'industriel. Et aujourd'hui, on voit des importations de produits étrangers qui ne correspondent pas aux normes qui sont imposées en France ou en Europe. Alors nous sommes pour interdire les importations de produits agricoles qui ne respectent pas les normes de production françaises, et nous souhaitons mettre aussi des clauses miroirs dans les traités commerciaux afin que les produits importés correspondent aux normes européennes et françaises. Parce que c'est quand même un paradoxe qu'on mette une grosse pression sur nos agriculteurs au niveau des normes et qu'on accepte d'importer des produits low cost, on va dire, au niveau de ces normes. Alors soit il y a deux solutions. Soit on ne croit pas aux normes qu'on pousse, et à ce moment-là, il faut les alléger. Soit on croit aux normes qui sont mises en place, et à ce moment-là, il faut que les produits étrangers correspondent à ces normes. Alors effectivement, il faut aussi garantir à nos agriculteurs des prix respectueux de leur travail et mettre un terme aux marges abusives de la grande distribution. Assez rapidement, s'il vous plaît. Alors nous sommes aussi pour développer les circuits courts quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible. Et comme cela a été dit, il y a une disparition des terres agricoles en Haute-Savoie, et ça c'est inquiétant parce qu'il faut trouver un équilibre entre le logement, mais aussi l'agriculture, parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui on nous parle du CO2, mais si on fait venir de la nourriture de plus en plus loin des lieux d'habitation, eh bien on va avoir de nouveau une augmentation de CO2. Et alors pour finir, je pense qu'effectivement c'est intolérable que nos agriculteurs soient sous la menace du loup en Haute-Savoie, et il faut qu'il y ait une véritable réglementation de la population de loups. Merci. Anne-Valérie Duval sur cette question de l'agriculture. Oui, c'est sujet sur l'agriculture. Alors, écoutez, en tant que député, on est bien d'accord que les lois vont être votées pour l'ensemble du territoire. Alors, la situation de la Haute-Savoie est particulière, mais en fait, il faut quand même avoir une vision globale. La vision globale, c'est de dire que la responsabilité publique a le devoir de fournir une alimentation saine et à des prix justes à la population. Ce qui n'est pas ce qu'on voit actuellement. Ce qu'on voit actuellement, c'est que l'agriculture qui est favorisée, c'est celle de l'industrie agroalimentaire, mais c'est également la réintroduction par le gouvernement de M. Macron, soutenu par Mme Rioton, du glyphosate. Donc la discussion est de savoir, est-ce qu'on fait une agriculture pour la population ou pour les marges de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. Nos agriculteurs souffrent depuis quelques années d'un revenu qui
qui est très très faible. Souffre également de la disparition de nombreux agriculteurs. Notre projet, c'est de favoriser l'installation de 300 000 agriculteurs, mais également d'aller vers une agriculture saine et d'aller vers le bio. Et pour ça, nous avons la proposition de reprendre les dettes des agriculteurs pour leur faciliter la transition vers une agriculture bio et raisonnée. Par ailleurs, il est important d'insister sur la souveraineté alimentaire. Nous sommes également contre cette agriculture industrielle qui a conduit à la pollution des sols et de l'eau. Et également, nous préconisons la suppression des élevages industriels qui entraînent une maltraitance animale et également des problèmes sanitaires importants liés à la concentration des élevages. Merci beaucoup. La parole est à vous, Daniel Salem Chiad. Oui, donc là aussi, j'entends des choses très intéressantes. Évidemment, tout le monde sera d'accord pour la défense de l'agriculture. Les agriculteurs sont des piliers essentiels dans notre société, essentiels, vraiment l'essence d'un moteur. Donc, en plus, j'ai compris qu'ils étaient en voie de disparition. Il y a même des cas de suicide. Donc, j'aurai le souci permanent de la défense de nos agriculteurs parce que c'est eux qui nous donnent à manger. Alors, en mesure concrète à apporter, bon écoutez, je pense qu'on a entendu beaucoup de choses très intéressantes ici. Moi, encore une fois, j'ai pas l'expérience du terrain, mais moi, député, comptez sur moi, ne serait-ce que pour revenir vers vous toutes et tous, parce que ici, présents dans cette salle, nous représenterons quand même 100% des suffrages exprimés. Donc, moi, député, je cherche le consensus. C'est ce qui se fait beaucoup dans d'autres pays, dans le Nord, en Allemagne, où les politiques savent travailler ensemble. Et nous, en France, c'est pas notre cas. C'est souvent, ça tire un petit peu, soit en haut de la ceinture, soit parfois en dessous de la ceinture. Donc, moi, je cherche le consensus. Et donc, sur le thème de l'agriculture, j'aurai toujours ce souci avec toutes les mesures. J'ai pas encore pu étudier profondément le dossier. Depuis 3 jours, je rencontre certains agriculteurs. Je m'informe sur la problématique. Le jour J où il faudra passer sur des lois, voter telle ou telle loi, je saurai bien en amont rencontrer les personnes concernées, les agriculteurs ou les fédérations, et voir avec les personnes concernées quelles sont leurs attentes et quelles sont les mesures à prendre. Merci Jacques Mattei pour Lutte ouvrière. Oui, alors sur ce thème, j'ai 2 choses à dire. La première, c'est que dans l'agriculture, les conditions de travail n'ont parfois rien à envier, bien au contraire, aux conditions de l'industrie et des usines. Je veux parler par exemple de ceux qui sont dans les cultures maraîchères, de ceux qui s'occupent des chevaux, de ceux qui sont dans les fruitières. Donc c'est des secteurs où certains font beaucoup d'argent, mais où parfois il y a y compris des travailleurs sans papier. C'est pour ça que si on se réclame du camp des travailleurs, eh bien on ne peut pas demander autre chose que la régularisation de ces travailleurs. Car un travailleur qui n'a pas de droit, il ne peut pas exiger un salaire correct, il ne peut pas se syndiquer, c'est inacceptable. C'est pour ça que nous devons avoir cette position. D'autre part, je voudrais m'adresser à tous les jeunes qui manifestent depuis quelques années le vendredi, inquiets de la pollution de la planète et qui voudraient une agriculture plus durable. Oui, mais ce ne sont pas les gestes individuels, comme on nous le propose tous les jours, de faire le tri ou d'acheter bio qui pourra sauver la planète. D'ailleurs, que constatons-nous ces dernières semaines, c'est que le prix des produits bio s'envolant comme le reste, eh bien, les consommateurs désertent ces magasins. Donc, il faut une politique d'ensemble. Et nous ne ferons pas l'économie d'une révolution sociale pour mettre fin à ceux qui, par exemple, ont le monopole de la production et de la distribution du lait. Merci beaucoup. Nous allons entamer un dernier tour de table. Nous avons pris beaucoup de retard. Je vous propose donc de coupler la dernière thématique avec votre conclusion. On n'aura pas le temps de refaire un dernier tour de table. Jean-Baptiste, quelle est la 3e thématique ? Merci. Alors la 3e et dernière thématique, ça va tous vous concerner. Je ne sais pas comment vous êtes venus ici aujourd'hui à Talloires, peut-être en bus, en vélo, en bateau ou plus certainement en voiture, pardon. Mais dans un cas comme dans un autre, toujours est-il que de se déplacer sur ce territoire est assez compliqué et c'est pas la saison touristique qui arrive qui nous contredira. D'où cette question, quelle action mèneriez-vous en tant que député pour améliorer la mobilité et les déplacements en France et sur la circonscription ? Donc Véronique Rioton, pour ce dernier tour de table, à vous la parole. Merci. Alors sur la mobilité, en tant que parlementaire, il
y a 3 enjeux auxquels il faut qu'on réponde. Le premier, vous en avez parlé, c'est la question des flux domicile-travail. Et on voit bien que dans notre bassin, la circulation se fait difficilement. Ça, c'est beaucoup lié finalement aux infrastructures de transport en commun. C'est aux mains des collectivités. Donc, en tant que parlementaire, le soutien aux collectivités dans la mise en œuvre de ce qu'on a déjà voté à travers la loi d'orientation des mobilités pour permettre une structuration des transports en commun et une massification du plan vélo à travers de nouvelles voies cyclables. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est le transfert lié à l'énergie pour que la France reprenne sa souveraineté énergétique et d'aider nos concitoyens à faire un transfert d'usage de la voiture sur les énergies fossiles à une voiture électrique. Et dans le projet de loi, c'est ce que nous permettrons à travers la location d'un véhicule électrique pour 100 € par mois. Donc là, on change d'usage et c'est le troisième enjeu qui me paraît important, c'est de continuer à changer nos façons de faire. Parce que notre bassin, vous l'avez rappelé, sur les questions de la mobilité, à Annecy, à Rumilly, en plein centre-ville, on est sur des sujets de transport en commun et de vélo. Mais dès qu'on est en périurbain ou en rural, la voiture, on en a besoin. Donc on est dans le besoin de transfert effectivement d'énergie, ce que j'ai expliqué sur la dimension électrique, et dans un deuxième temps, changer des comportements. Et arrêter d'avoir des comportements, être seul dans les voitures, mais de transférer des usages, peut-être de covoiturage ou de partage de la voiture, tel qu'on peut le faire de façon importante. Et ça se fait avec les citoyens en concertation. Et ça me permet de vous dire que dans ce deuxième mandat, pour moi, ce sera important d'embarquer les citoyens dans de la concertation à travers un collectif que j'appelle des citoyens engagés. D'ailleurs, nous faisons des expérimentations dans les réunions publiques et j'invite qui veut venir ce soir à Verrier à 19h30 ou à Anne-Sylvieux jeudi à 19h30 pour faire cette expérience. Et Chiad, si vous permettez, vous êtes le bienvenu dans ces citoyens engagés parce que pour moi, ce sera important d'avoir toutes les sensibilités pour permettre de travailler à l'Assemblée. Alors, on m'indique simplement qu'on aura le temps de refaire, on a une petite dérogation pour refaire un dernier tour de table pour la conclusion. Très bien. Vous souhaitez nous apporter plus d'informations. Merci. Donc nous continuons ce tour de table sur la thématique de la mobilité avec Aurélia Patti-Gomila. Merci. Merci, c'est une bonne nouvelle puisqu'il y avait comme une prise de parole qui allait handicaper bon nombre de nos collègues et je vous remercie. C'est très appréciable. Alors en ce qui concerne la mobilité, effectivement, c'est un enjeu majeur. De toute manière, on a besoin de se déplacer, on a besoin d'aller travailler. En zone rurale, on a une mobilité qui est principalement liée à la voiture. On a 7 Français sur 10 qui se rendent au travail en voiture. Les modes de déplacement doivent évoluer. On a eu la période Covid aussi qui a beaucoup changé, le télétravail et tous ces modes aussi de déplacement qui ont été revus. Alors effectivement, le rôle d'un député, les collectivités ont la prise en charge, les Comcom de la mobilité. Les enjeux qui se profilent, c'est vraiment une décarbonation aussi des moyens de transport. Alors quand on parle de la voiture toute électrique, oui, on pourra en rediscuter, mais en ce qui concerne aussi d'autres modes de déplacement et d'autres modes de carburant, on va parler de l'hydrogène, on va parler aussi du biogaz, toutes ces choses-là qui permettent d'aller vers une mobilité plus responsable et décarbonée. Et là, moi, je soutiens aussi, bien évidemment, cette approche. En revanche, je ne suis pas pour le tout ou rien. Donc, il y a vraiment un écosystème et une diversité de mobilité en fonction aussi des possibilités des uns et des autres et de structurer un territoire dans cette approche-là. Effectivement, les collectivités sont sur ce créneau. Et en ce qui concerne le train et le fret, moi, je soutiens absolument aussi le ferroviaire. Il y a des choses qui doivent aussi bouger. Annecy, Paris, il y a vraiment des points sur lesquels il faudra retravailler. C'est pas évident et c'est le rôle aussi d'un député de faire pression et de pouvoir faire en sorte de soutenir le territoire. Et puis, dernière chose aussi, je favoriserai absolument, excusez-moi, je suis navrée, je veux pas non plus dire et après ne pas faire, l'autopartage et le covoiturage et développer aussi les P+R parce que covoiturer, c'est une chose, pouvoir garer sa voiture, c'en est une autre. Merci. Merci. William Girard Desprolet, nous vous écoutons.
Alors on constate tous les jours, encore aujourd'hui pour venir vous rencontrer, il y a d'énormes difficultés de circulation dans le bassin hennessien, saturation, embouteillage, en zone urbaine comme dans les zones rurales. Moi le matin je passe par le Val des Us pour aller au travail, c'est saturé de frontaliers. Ça engendre évidemment l'allongement du temps de déplacement, de la pollution de l'air. Alors pourquoi ils vont sur le réseau secondaire ces automobilistes? Parce que les autoroutes chez nous sont trop chères. On a quand même de sacrées infrastructures qui sont quand même sous-utilisées. On parle évidemment de la liane, 17 € pour faire quelques petits kilomètres quand on voit le prix des autoroutes en Suisse. Voilà. Pourquoi il n'y a encore pas eu une gratuité de l'autoroute entre Annecy Nord et Annecy Sud pour avoir un report des véhicules sur l'autoroute, notamment pour le transport de marchandises, au lieu d'avoir dans l'agglomération? D'ailleurs, ces autoroutes, il faudrait arrêter leur privatisation, confier leurs compétences au territoire et non plus à des structures financières nationales. On voit la TMB dont le siège est à Paris, dont le directeur M. Repentin, maire de Chambéry. Ça commence à être un peu douteux. Et puis alors, on parle de covoiturage, il n'y a pas de piles pucères le long de l'autoroute. Les sorties, les échangeurs, regardez la taille des parkings, c'est quand même hallucinant. On rigole. Et le covoiturage, moi j'en fais le matin. En zone rurale, ils ont très bien su faire des parkings, rassurez-vous. Je souhaite en tant que député effectivement soutenir les projets de territoire dans les mobilités douces, notamment le ferroviaire, prioriser et rétablir les petites lignes de TR. On n'a toujours pas doublé la ligne Annecy-Aix, c'est l'Arlésienne. Normalement, ça devrait venir, mais on attend de voir. Je souhaite créer des arrêts, rétablir des arrêts, je ne dis pas forcément des gares, mais des arrêts dans les petites communes, comme Motteville-sur-Fière, Lovagny, où les touristes d'ailleurs pourraient descendre, ou le Évire, où la gare, c'est quand même assez fantomatique. Et quand il n'y a pas de ferroviaire possible, mettre des BHNS dans les zones rurales, le Val des Us, la vallée de Thônes, mais qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas, il y a des tas d'idées à faire. Moi, je voudrais soutenir le projet de tram et même le généraliser, parce qu'une ligne, je comprends que c'est cher, mais j'aimerais en avoir davantage, moi, sur le Grand Annecy. Je vais appuyer les dossiers, il n'y aurait pas de souci. Je veux porter la réflexion d'ailleurs sur un tram-train entre Annecy et Albertville. Moi, je suis pour la réunion des deux départements, donc j'envisage de proposer cette piste-là de travail. Merci beaucoup Didier Jouffret, c'est à vous. Alors oui, au niveau des transports, nous passons d'une époque où c'était tout voiture comme moyen de transport individuel. Et effectivement, il faut aller en direction d'une utilisation des transports collectifs et du développement des mobilités douces. Mais c'est exactement cette direction qui a été prise par nos collectivités locales. Par contre, je refuserai de faire la chasse à l'automobiliste parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'utiliser la voiture pour faire nos déplacements. Et pour une raison qui est assez simple, c'est quand vous êtes dans une classe sociale modeste, si vous voulez une accession à la propriété ou si vous voulez un loyer faible, vous êtes obligé de vous installer en périphérie. Et une fois que vous êtes en périphérie, effectivement, vous avez besoin d'utiliser votre véhicule personnel. C'est pour cette raison aussi que nous baissons la TVA sur le carburant et pour le ramener à 5,5%. Alors effectivement, il faut développer le covoiturage. Pour cela, il faut développer des parkings relais en nombre et en place suffisante. Il faut aussi développer le transport ferroviaire en utilisant et en améliorant les lignes existantes. Parce que aujourd'hui, on a la tentation de partir sur des projets qui ont des coûts pharaoniques. Et à la sortie, on a des difficultés à faire avancer des dossiers ou à financer des rénovations de lignes existantes. Alors, j'ai aussi une autre chose qui est quand même dommageable, c'est qu'en fait, sur les projets qui sont structurants, comme on a pu le constater sur l'agglomération d'Annecy, entre le tram et le BHNS, c'est quand même dommage que sur ces dossiers qui coûtent énormément d'argent, qui mettent énormément de temps pour se mettre en place, il n'y ait pas de référendum local pour décider ce que les gens souhaitent exactement, parce que finalement, à la sortie, qui est-ce qui paye? C'est le contribuable. Merci. La parole est à vous, Anne-Valérie Duval, sur cette question de la mobilité. Oui, effectivement, sur le bassin hennessien, 85% des déplacements domicile-travail se font en véhicule individuel. Donc le choix a été fait depuis très longtemps de développer le tout-voiture. Il suffit de voir le contournement d'Annecy ou les autoroutes entre Annecy et Genève. D'ailleurs, en comparaison, on pourrait être très interrogatif sur le temps qu'il faut en train pour relier Annecy à Genève. Donc la proposition, pour nous, c'est effectivement la nationalisation des autoroutes,
la renationalisation de la SNCF, avec l'augmentation du nombre de trains, avec la réouverture des lignes intermédiaires et avec la réouverture des gares. Également, à revoir les tarifs de la SNCF. Actuellement, les tarifs sont très très chers. Par ailleurs, nous souhaitons rendre le transport scolaire gratuit et également développer les transports urbains et les rendre gratuits. Je signale quand même que le gouvernement de Macron a quand même privatisé la SNCF et a également réduit les lignes. Par ailleurs, dans notre souci de bloquer les prix, nous souhaitons mettre l'essence à 1,40 € et pas en diminuant les taxes, mais en prenant l'argent chez Total, pour qui, je rappelle, a quand même versé 14 milliards € de dividendes en 2021. Donc actuellement, on sait très bien que la spéculation sur le prix de l'essence, effectivement, génère des rentrées d'argent conséquents dans les dans les entreprises privées comme Total. Voilà. Merci, nous continuons ce tour de table avec Daniel Salem Chiad. Oui, donc sur le sujet de la mobilité, je suis un peu à l'aise puisque en tant qu'usager de la vie en commun, j'en suis aussi un professionnel du transport en commun. Je suis donc conducteur de tramway. Alors là, je suis bien placé pour dire qu'en effet, je serai, moi député, je serai en faveur de toutes ces mesures pour favoriser le transport en commun d'une manière assez forte, d'une manière très très forte. Moi, je dis stop aux monoplaces SUV. Je dis stop, les centres-villes doivent revenir aux piétons. Et donc toutes ces mesures parce qu'on a tendance, on est victime de notre succès dans ce département où il y a une forte population croissante qui cesse d'affluer. Donc il est temps maintenant de prendre des mesures fortes, mesures radicales. Le sujet des autoroutes également, c'est un véritable scandale. Je ne prends plus l'autoroute depuis le mois de février et cette fameuse augmentation de 30% qu'ont fait ces gens des autoroutes. Donc je serai là aussi, je l'ai entendu, favorable à cette proposition de nationalisation des autoroutes. Le tronçon gratuit entre Annecy Nord, Annecy Sud, oui également. Voilà donc sur le sujet de la mobilité. Merci, la parole est à Jacques Mattei. Oui, alors ce que je constate sur ce thème, c'est que dans mon entreprise, de plus en plus de collègues de travail habitent à cause du prix des loyers ou de la cherté du terrain constructible. Je crois qu'on est dans certains secteurs arrivé à 2000 € le mètre carré constructible. Donc beaucoup de collègues habitent maintenant Thônes, Rumilly, Faverges pour venir travailler dans l'agglomération d'Annecy. Voilà, et ça c'est inadmissible, mais c'est les mêmes qui aujourd'hui ont favorisé cette liberté des prix qui nous font la morale en nous disant il ne faut pas prendre votre véhicule. Mais même ceux qui ont la chance, parce qu'il y a quand même une densification de l'habitat en centre-ville, d'habiter les centres-villes, il n'y a aucune obligation pour les employeurs de mettre en adéquation les horaires avec ceux des transports en commun. Donc quelle autre solution y a-t-il que d'avoir un véhicule personnel dans ce système ? Donc encore une fois, la seule solution, c'est que les travailleurs prennent en main toutes ces affaires-là, c'est-à-dire les conditions de travail, les horaires, où habiter, comment se déplacer. On ne fera pas l'économie de nous organiser pour réclamer de gérer cette société. Merci. Pour terminer ce tour de table, nous écoutons Guillaume Jambard. Alors devant la désertification rurale qui date de 70, on a deux présidents qui sont Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron qui ont paupérisé encore plus la campagne et évincé tous les services publics de la campagne, ce qui est un grave préjudice pour les gens justement dans les déplacements. Donc moi je serais, en tant que député, je voudrais multiplier et aider les transports en commun pour les Français de la France rurale, pour qu'ils puissent facilement avoir accès aux services publics. Pour ce qui est des transports, et vous en parliez, monsieur, l'allègement des trafics routiers en incitant par un système de primes les entreprises de logistique au ferroutage, ce qui favorisera non seulement l'écologie, mais aussi la sécurité routière.
Merci, nous arrivons presque au terme de cette émission. Merci à ceux qui nous suivent parce qu'on a dépassé l'heure d'émission. Il vous reste un tout petit peu de temps à chacun pour un dernier tour de table, pour une conclusion, par exemple, pour nous expliquer pourquoi les électeurs devraient voter pour vous. Et nous débutons ce tour de table, toujours selon le tirage au sort, avec vous, avec Madame Aurélia Patti-Gomilla. Et je vais vous demander d'être assez concise. Je le ferai. Très bien. Merci beaucoup. Donc les Français ont décidé de reconduire Emmanuel Macron à la tête du gouvernement, c'est un fait. En revanche, j'entends très souvent les députés de la majorité préciser que rien ne pourra se faire s'ils n'ont pas la majorité. Moi, je propose une alternative claire. Nous avons vu lors du précédent mandat des décisions se prendre de manière unilatérale, sans discussion ni concertation, élus locaux et citoyens. Moi, je me positionne et je m'engage à être une élue nationale de proximité au service du territoire et des Français, et surtout responsable et sans fausses promesses démagogiques. Capable d'écouter et de débattre, comme je l'ai fait dans mon mandat local au quotidien, car je suis la seule élue locale sur ces législatives de la première circonscription. Je suis la candidate officielle de la droite et du centre. Et si j'ai été choisie, c'est que je représente une nouvelle génération. Capable de travailler en bonne intelligence, comme je l'ai dit aussi, capable de co-construire avec le gouvernement, mais de défendre mes idées quand cela n'a pas de sens et va à l'encontre du bon sens et des valeurs qui sont les miennes, de droite et du centre. Et si vous m'accordez votre confiance, c'est ce que je ferai. Merci beaucoup. William Girard Desprolets, je vais aussi vous demander d'être assez concis, vous êtes un tout petit peu en avance. Ouais, je vais essayer. Du coup, moi, je serai un député qui ira à l'Assemblée pour changer profondément les institutions et le modèle démocratique de la France, c'est-à-dire une république fédérale avec un régime parlementaire, de la proportionnalité, des référendums d'initiative citoyenne ou populaire, peu importe le nom, en tout cas moins de verticalité. Je veux que cette démocratie, elle repose sur l'autonomie des territoires, et je serai le député qui portera le projet d'une collectivité territoriale unique des Pays de Savoie, gravement menacée par M. Sadier et M. Wauquiez. Je demanderai l'activation de l'article 72 de la Constitution française, comme ça a été le cas pour la Corse, comme l'Alsace ou la métropole de Lyon. Ce qui est possible à Lyon est donc possible pour la Savoie. Cette collectivité, elle changera concrètement la vie des citoyens, ça leur permettra de vivre et de travailler dignement au pays. Ça permettra, par exemple, pour la santé, de créer un CHU des Pays de Savoie, de défendre notre université, de promouvoir l'enseignement de la langue, de la culture et de l'histoire de la Savoie, de préserver notre environnement, nos spécificités économiques notamment. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Didier Jouffret, la parole est à vous pour cette conclusion. Alors, si le député est ancré dans sa circonscription, cette élection est avant tout nationale. En effet, tout ce qui sera voté à l'Assemblée nationale conditionnera notre vie de tous les jours. L'abstention est un piège et ne sert qu'à renforcer les partis en place. Si vous estimez qu'il est intolérable que beaucoup de nos compatriotes deviennent des exclus dans leur propre pays, que les votes à l'Assemblée nationale doivent être pris dans l'intérêt national et des Français, que la sécurité doit être une priorité, que l'immigration incontrôlée doit être stoppée, qu'il est nécessaire d'éradiquer les idéologies islamistes, alors je vous donne rendez-vous le 12 juin. Merci. Anne-Valérie Duval, vous avez un petit peu de temps en ce qui vous concerne. Bon. Pas trop non plus. Non. Écoutez, le 12 juin, donc les Français et les Françaises vont élire leurs députés. Je pense qu'il faut mettre un terme à 5 ans de Macron, qui correspond à de la violence sociale, à un naufrage écologique et un pouvoir monarchique. Et vous avez possibilité de donner une majorité à la nouvelle Union populaire écologique et sociale en votant le 12 juin pour la liste que je porte. Nos propositions, c'est la retraite à 60 ans pour 40 années d'annuité. C'est le SMIC à 1 500 € net, ainsi que les retraites pour les gens qui ont cotisé 40 ans. C'est également le blocage des prix de première nécessité. Cette mesure est possible, elle est faite actuellement en Espagne et au Portugal. Et à La Réunion, il y a 153 produits qui sont bloqués. Et également, je pense à la jeunesse qui a été martyrisée et oubliée pendant 5 ans durant Macron. Nous faisons la suppression de Parcoursup qui était une source d'angoisse pour les familles et pour les jeunes. Nous mettons également une allocation d'autonomie des jeunes à 1 063 € pour que les étudiants puissent faire des études, ce qui est quand même la moindre des choses. Et ça concernera également les élèves en bac pro.
Voilà la trame, le squelette de notre programme. Par ailleurs, je pense également à la préservation, au rétablissement des services publics. Je pense à l'hôpital, je pense à l'éducation nationale. Pensez que maintenant, vous pouvez être professeur avec un entretien d'embauche de 30 minutes. Pensez également à la justice, qui est de plus en plus difficile pour nos concitoyens. Je pense également à la diplomatie. Nous avons eu pour la première fois une grève mémorable du personnel diplomatique par rapport aux dispositions et aux décisions de M. Macron qui ont été prises de manière sans concertation et unilatéralement. Je vous demande donc de me donner la majorité le 12 juin et le 19 juin pour être à l'Assemblée nationale et je m'engage à porter fermement et honnêtement le programme. Merci beaucoup. Daniel Salem-Chiad, nous vous écoutons. Oui, donc moi député, je vous proposerai donc, comme conformément à l'article 3 de la Constitution, le référendum citoyen, puisque la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc sur des sujets majeurs, comme ce sera le cas cette année, sur le thème des retraites, donc, ou également sur le thème du nucléaire, ou sur tous les sujets majeurs, je m'en référerai donc à la décision locale et je vous proposerai ce référendum. Je remercie Madame Rioton et je réponds pour son invitation favorablement, bien sûr. Donc moi député, je ne serai pas systématiquement en opposition avec la majorité, je saurai être un député constructif, toujours dans le bon sens. Et pour terminer, je voudrais simplement donc rappeler que quoi qu'il arrive, il y a une fracture en France qui est dommageable pour la cohésion nationale. Donc moi je suis candidat pour le trait d'union nationale pour qu'on puisse tous vivre et progresser dans la bonne direction, dans le bon sens. Et comme disait quelqu'un de très célèbre, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Merci. Merci beaucoup. Nous vous écoutons, Jacques Mattei. Eh bien, en votant Lutte ouvrière, vous affirmerez que les travailleurs sont une même classe sociale, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur philosophie. Vous affirmerez que ce sont les luttes collectives qui viendront nécessairement, qui nous redonneront confiance en notre force, pour rejeter tous les nationalismes. Les voleurs, ce sont les exploiteurs, et nous qui vivons de notre travail, nous devons revendiquer de contrôler cette société qui va dans le mur. Donc votez Lutte ouvrière. Merci. Nous écoutons à présent Guillaume Jambard. Alors toujours ultra rapide. Face à Macron et face à Mélenchon et toute sa bande, votez pour Reconquête. Pour que la France rattrape tout son retard, pour que la France reprenne sa place au niveau mondial, et surtout pour que la France reste la France. Merci, et nous écoutons pour terminer Véronique Rioton, sachant que vous aviez pas mal d'avance, si vous pouvez nous résumer en quelques mots votre conclusion. Madame, Monsieur, un chantier colossal attend l'Assemblée nationale dès le mois de juin. Nous allons examiner le projet de loi pour restaurer le pouvoir d'achat aux Français et je suis prête. Dans ma mission de députée, je veux continuer d'être un député utile et efficace en portant les valeurs sociales, environnementales et économiques qui sont les miennes. Je veux le faire avec vous. Alors j'invite celles et ceux qui veulent allier cohérence, proximité et efficacité à voter pour moi et donner à la majorité présidentielle les moyens d'agir vite. Merci beaucoup et merci à vous tous pour votre participation à cette émission. Merci Jean-Baptiste pour cette collaboration avec le Dauphiné Libéré. Merci à l'Auberge du Père Bise pour son accueil. Et bien sûr, merci à toute l'équipe derrière les caméras. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et d'être fidèles chaque jour à 8 Mont-Blanc. Nous nous retrouvons ce mercredi pour la dernière émission consacrée à ces circonscriptions dans le cadre des élections législatives. Je vous dis donc à demain.